Je vais commencer par me présenter. Donc moi, je suis Cécile Valero. Je suis consultante freelance en social media. Donc je fais à la fois de l'opérationnel et de la stratégie. Je bosse principalement pour des destinations touristiques. Et donc, j'ai une boîte qui s'appelle Avéré. Bonjour. Aujourd'hui, on va se parler de la conversion touristique et des réseaux sociaux. C'est un sujet que je trouve assez important parce que souvent, les réseaux sociaux, on peut le voir sous le prisme de on poste des jolies photos et puis ça s'arrête là. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer que ça va un petit peu plus loin que ça et qu'on peut faire de la vraie conversion touristique. Elle est difficile à faire, elle est difficile à traquer, mais elle est super intéressante et très importante dans nos métiers. Qu'est-ce qu'on va se raconter ce matin ensemble ? On va parler un petit peu des communautés, de prendre un peu le pouls des communautés, comment ça va. On va refaire un petit point sur la stratégie social media, puisque pour ceux qui étaient là l'an dernier, j'animais un atelier sur comment mettre en place une stratégie social media, et notamment par le prisme des générations, sur l'aspect de ciblage sur les réseaux sociaux. On va se parler un peu des algos, donc les algorithmes qui régissent les réseaux sociaux, les grands maîtres des réseaux sociaux. Faire un petit point sur l'actu de différents réseaux sociaux, c'était dans le titre, quoi de neuf, donc on va se parler un petit peu des actus. Je vais essayer d'être la plus concise et à la fois exhaustive possible. C'est pas un exercice facile, mais en tout cas, on va l'essayer. On va se parler un petit peu des campagnes publicitaires, donc de la visibilité organique, c'est-à-dire sans payer, et des ads, des campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas ? Et enfin, on terminera par la mesure de cette performance social media. Bonjour. Toujours pour rester dans cette logique de conversion. Est-ce que ça va à tout le monde ? C'est bon ? Allez, on est parti. Donc, les communautés social médias, est-ce que ça va ? Eh bien, plutôt bof. On va pas se mentir. On est en ce moment sur un climat qui est un peu compliqué sur les réseaux sociaux. S'il y a des personnes dans la salle qui gèrent des communautés social médias, je pense que elles se reconnaîtront. Je vous ai fait un petit florilège de commentaires un peu sympathiques qu'on peut recevoir. Donc, c'est des vrais exemples que j'ai reçus de manière personnelle. Donc, on a des commentaires qui peuvent être de l'ordre du « Oh là là, arrêtez de montrer ces endroits-là parce qu'après, on n'est plus chez nous. Et franchement, les gens, ils sont sales, etc. » On en a un deuxième qui est assez intéressant sur « Merci ChatGPT pour le texte. Je précise que je n'utilise pas ChatGPT pour écrire mes wordings. » Donc, j'ai un peu mon cœur s'est un peu brisé quand j'ai lu ce commentaire. Je ne vais pas vous mentir. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, cette personne a passé le texte dans un vérificateur d'IA qui lui a dit que c'était de l'IA. Donc moi, je me suis dit, mais c'est impossible. Du coup, je l'ai passé dans un autre vérificateur qui a dit que ce n'était pas de l'IA. Donc je lui ai envoyé en lui disant que le vérificateur qu'il avait utilisé disait que son propre message, puisqu'il y a eu un échange en message privé, était de l'IA, donc ça prouvait bien qu'il n'était pas fiable. Et la personne ne m'a plus jamais répondu. Donc il y a une vraie défiance des utilisateurs face à ça, face à cette utilisation de l'IA, puisque la personne disait « Oh là là, vous n'êtes même pas capable d'écrire 2-3 petites phrases sur une photo ». Alors ça va un petit peu plus loin que ça sur les réseaux sociaux. Et le dernier, c'est quand même mon préféré. Il s'agissait d'un texte qui mettait en avant des ateliers pour les vacances d'automne, les vacances de la Toussaint. Et dans mon texte, j'ai écrit « vacances d'automne ». Il n'y avait pas du tout de positionnement militant derrière ça. C'est juste que c'est des vacances, elles sont en automne, point barre. La réflexion s'arrêtait là. Cette personne, comme pas mal d'autres, je dois le souligner, s'est insurgée en disant « Il n'existe pas de vacances d'automne en France ». Vos ateliers, vous pouvez vous les bande de j'ai censuré cette partie-là parce que vraiment elle était un peu violente. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui on a des communautés, c'est des exemples qui sont uniquement sur Facebook parce que c'est là où il y a la virulence est la plus accrue. Et on voit bien que ce climat de défiance, il est quand même très présent sur les réseaux sociaux. C'est des commentaires qui sont aujourd'hui beaucoup plus présents, beaucoup plus visibles. Les personnes se permettent de poster ce genre de choses beaucoup plus qu'auparavant. Il y a une espèce de décomplexion à parler à des personnes ou à des pages n'importe comment, sans forcément penser qu'il y a des vrais humains derrière qui gèrent ça, qui reçoivent ces messages. Et
et d'autant plus sur Facebook parce qu'on le verra dans les actualités. Mark Zuckerberg, notre cher Zouki, a décidé de stopper le programme de fact-checking aux États-Unis. Donc on est vraiment sur un réseau qui est clairement en roue libre. Autre commentaire aussi que si vous gérez des communautés, vous avez certainement dû voir, c'est les commentaires de brouteurs. Donc les « Oh là là, mais j'adore votre commentaire, il est super bien écrit, soyons amis, mais oh, je n'arrive pas à vous envoyer une demande d'amis, vous devriez me demander, vous, en ami. » C'est des commentaires qu'on a de plus en plus. Je trouve que c'est vraiment flagrant par rapport à il y a quelques années en arrière. C'est des personnes, c'est des bots, hein, c'est pas des personnes, mais qui vont commenter systématiquement tous les commentaires d'une publication pour envoyer ce genre de message, pour essayer d'appâter le chaland, on va dire ça comme ça. Et c'est hyper important quand on gère des communautés en termes de modération, de venir faire la modération de ces commentaires-là pour éviter que des personnes se fassent avoir, parce qu'on peut avoir des gens dans nos communautés qui ont une moyenne d'âge un peu élevée, qui ne sont pas forcément au fait de ces mécaniques-là. Et donc, c'est hyper important de venir être le garde-fou de tout ça. Donc, on est sur les réseaux sociaux avec des choses assez sympas, de la méfiance, des trolls, beaucoup de polarisation, une saturation des fils d'actualité, donc une invisibilisation de votre travail, de la désinformation. C'est un sujet qui est très préoccupant sur les réseaux sociaux, du surtourisme, de l'IA, des bots, plein de choses sympas. On est tous dans nos petites bulles de filtre. Et donc, la question aujourd'hui, c'est OK, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, ça, c'est ma technique. Elle n'est pas forcément adaptable à tout. Moi, je pense qu'avec beaucoup de bienveillance, de patience, de recul et de se dire que derrière, il y a des êtres humains aussi et que c'est important de leur parler comme à des êtres humains, on peut venir éteindre l'incendie de ces polémiques. Et je voudrais savoir, à main levée, qui ici a déjà ressenti du coup cet épuisement, flemme, découragement à publier sur les réseaux sociaux si vous gérez des communautés? C'est assez significatif. Moi aussi, je l'ai bien sûr déjà ressenti. Et je trouve que ça, c'est un vrai sujet dans cet univers très digitalisé. Comment est-ce qu'on retrouve l'envie de partager, de créer, de discuter, d'échanger? Parce qu'avec des commentaires comme ça, je vous avoue qu'il faut quand même prendre quelques minutes pour se dire « Allez, on va faire une petite discussion, on va essayer de faire un peu de pédagogie, on va essayer d'apaiser des tensions. » Moi, je pense qu'il y a un mantra qui est hyper important, c'est « on ne sauve pas des vies sur les réseaux sociaux ». De ne jamais oublier ça, que clairement, on n'est pas essentiel à la survie de l'espèce humaine. C'est acté. Et pour moi, il y a 3 choses qui font qu'on arrive à s'organiser là-dedans. La première, c'est planifier à l'avance, avoir des outils qui permettent de s'organiser pour éviter le « Oh mince, on est mardi, il faut que je poste. Bon, qu'est-ce que je vais poster? Ah, j'ai une photo de ça, ok, je poste. » De ne pas être sur de l'opportunisme, mais de vraiment être sur quelque chose qui se planifie et qui répond à des enjeux stratégiques. La deuxième, c'est faire des pauses créatives. C'est hyper important d'aller s'inspirer, de voir ce qui se fait ailleurs. C'est un peu ce qu'on fait pendant ces ET, c'est de faire une petite pause de respiration pour s'inspirer. Et la dernière, qui va nous intéresser un petit peu plus particulièrement, c'est s'appuyer sur des données concrètes. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux dans le tourisme? Quelques chiffres hyper importants quand on vous dit les réseaux sociaux, ça sert à quoi? Première statistique, en 2023, pour plus d'1 voyageur sur 2, les réseaux sociaux sont la principale source d'inspiration en voyage pour savoir où et quoi manger sur place. Quand on parle de conversion touristique, moi je vous parle de ça. On peut parler de beaucoup d'autres choses. Moi je vous parle de gens qui voient ce que vous faites sur les réseaux sociaux, entre autres bien sûr, et qui ont une action concrète de venir sur votre territoire et de déclencher des actions, d'aller voir un socio-professionnel, de choisir un restaurant, de choisir une activité. Et ça, c'est plus d'1 voyageur sur 2 qui a cette action-là concrète depuis des réseaux sociaux. 62% des utilisateurs ayant déjà utilisé les réseaux sociaux, donc on parle des gens qui sont déjà sur des outils social media pour préparer leur voyage, donc on est sur une intention hyper concrète, ont pris une décision d'achat ou de visite suite au contenu qu'ils y ont découvert sur les réseaux sociaux. Encore une fois, la conversion touristique, elle est là. Parfois, on peut se dire justement, dans cet aspect d'épuisement de publier sur les réseaux sociaux, oui, mais de toute façon, tout ce qu'on fait, ça sert à rien, on publie juste des belles photos et puis terminé. C'est faux, parce que les gens qui viennent voir
vos réseaux sociaux, ils le font pour s'inspirer, pour trouver du contenu et concrètement venir dans vos destinations touristiques. 47% des utilisateurs ayant finalisé un achat après avoir exploré des options sur les réseaux sociaux ont mentionné TikTok comme source d'inspiration décisive. Je fais une petite parenthèse. Je ne suis pas là pour vous dire allez sur TikTok, allez sur Snapchat, allez sur Thread, allez sur Blue Sky. C'est pas du tout le sujet. Je vous présente un panorama, on va dire, un peu global. On ne peut pas être partout. Il y a des notions de temps humain, de ressources budgétaires, mais c'est hyper intéressant d'avoir ces chiffres-là en tête pour prévoir vos stratégies dans le futur et aussi vous appuyer sur des créateurs de contenu existants sur ces réseaux sociaux pour développer des stratégies sans forcément être dans une action de développer une vraie présence propre sur ces réseaux-là. Toujours sur TikTok, plus 410% de publications voyages ont été publiées sur TikTok entre 2021 et 2025. Donc on voit bien que c'est un sujet sur ce réseau-là en particulier, qui est vraiment prenant, qui est vraiment existant et qui a vraiment un impact sur la façon de voyager des personnes qui viennent vous voir. 7,5 millions de publications voyages ont été publiées sur les réseaux francophones entre avril 2024 et avril 2025. Donc là encore, toute cette masse-là de personnes qui partagent leurs voyages, c'est aussi des choses qui peuvent vous inspirer. Et la dernière statistique que j'ai trouvée très intéressante, c'est que la 4e motivation des Français à utiliser les réseaux sociaux, donc on est sur 27%, c'est de trouver des inspirations de lieux à visiter. Donc concrètement, quand on vous dit « Ok, mais les réseaux sociaux, franchement, ça sert à quoi ? Est-ce qu'on peut vraiment faire de la conversion touristique sur les réseaux sociaux ?» La réponse, c'est oui. Parce que les personnes qui cherchent à s'inspirer et à voyager, c'est un outil privilégié qu'elles vont utiliser, que ce soit des publications sur votre destination, mais qui ne sont pas publiées par vous, ou que ce soit vos réseaux sociaux où elles vont venir trouver de l'information et s'inspirer. 3 typologies de voyageurs et leurs réseaux sociaux préférés. Donc ça, c'est une étude We Are Social et Global Web Index que j'ai trouvée assez intéressante. Côté Facebook, on a plutôt des personnes qui sont à la recherche du bon plan. Ça aussi, c'est des données concrètes qui peuvent vous aider dans la définition de vos stratégies éditoriales. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux ? Côté Facebook, on sera plus sur des publications bon plan. Côté Instagram, c'est des personnes qui sont en quête d'expérience unique. Donc on est vraiment sur tout cet imaginaire-là de venir raconter c'est quoi la destination, quand on y est, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut y faire sur ce côté très image. On y reviendra. Et sur TikTok, on a ceux qui veulent voyager en toute sécurité ou via la recommandation de proches. Donc on est vraiment sur un réseau, on va dire, qui est un peu perçu comme une safe place, entre guillemets, pour le voyage. Donc un endroit où on va pouvoir avoir des recommandations vraiment précises, soit par des proches, soit qu'est-ce que je peux faire pour, par exemple, voyager toute seule dans ce pays en toute sécurité, des choses comme ça. Je fais un petit rappel sur l'atelier de l'an dernier. À main levée, est-ce qu'il y a des gens qui étaient là l'an dernier sur l'atelier social media ? Ok, trop bien. Juste un petit rappel assez rapide en 2 slides. Le plus important dans la stratégie social media, à mon sens, c'est de cibler, définir ses objectifs et savoir qui est-ce qu'on veut toucher sur les réseaux sociaux. Parce qu'à vouloir toucher et les familles, et les couples sans enfants, et les retraités avec leurs petits-enfants, et les personnes seules, en fait, vous allez faire du contenu pour personne. Donc c'est hyper important par réseau social de se dire qui consomme ce réseau social-là et qu'est-ce qu'on va y faire. Donc vraiment de venir mettre en place des stratégies éditoriales en fonction des personnes qui sont sur les réseaux sociaux. À chaque génération, c'est code très important de ne pas se contenter de faire des contenus qui sont lisses, mais vraiment d'aller sur l'authenticité dans le sens de coller aux attentes de vos communautés une fois que vous avez défini qui sont vos communautés. Je vous redonne un exemple que j'ai donné l'an dernier qui était assez parlant. C'est exactement le même paysage, donc la même story, faite par 3 générations différentes. Côté Gen Z, on va être sur une photo un peu floue, quelque chose de très naturel, une vibe, une espèce d'ambiance capturée. Côté millénial, on va être sur un boomerang, donc c'est une petite vidéo qui tourne en boucle avec une petite citation inspirationnelle. Et côté Gen X, on est sur la photo tout de biais, format paysage, pas du tout portrait, des stickers en veux-tu en voilà sans aucune cohérence graphique et c'est assez représentatif de un même endroit,
un même lieu peut être vu de façon extrêmement différente et peut être montré de façon extrêmement différente. Et si vous ciblez la Gen X avec des contenus adaptés à la Gen Z, eh ben ça va pas trop bien marcher. Je suis pas en train de vous dire de faire des photos paysages et des stickers, hein. Je tiens à le préciser au cas où si c'était pas très clair. Du coup, on va se parler des algorithmes maintenant. Les algorithmes, concrètement, c'est ce qui va venir régir ce que vous voyez sur les contenus, sur vos fils d'actualité. C'est ça qui vient classer les contenus selon leur pertinence. Et on va se poser la question, mais que nous veulent les algorithmes social médias aujourd'hui ? Parce que c'est bien beau de dire on va cibler, mettre en place des stratégies, mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour être vu sur les réseaux sociaux ? Chaque réseau social a son propre algorithme, mais il y a des règles qui sont communes à un peu tous les réseaux sociaux, et c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc on va rentrer un petit peu dans la technicité de la chose. Les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent qu'on y reste. C'est le point le plus important, c'est que les réseaux sociaux n'ont pas intérêt à ce que vous partiez. Je vous ai mis une petite ref de millénial que je suis, qui date de 2012, pour ceux qui s'en souviennent. C'est la vidéo « Allez, viens, on est bien ». Voilà, je vous laisserai explorer YouTube si vous êtes curieux et curieuse. Donc la première chose, c'est que les algorithmes veulent que vous restiez sur les réseaux sociaux où vous êtes. La deuxième, c'est qu'ils veulent maximiser le temps passé et les interactions. Donc, c'est-à-dire pousser ce qui marche. Et c'est là où on rentre dans ce qu'on peut appeler la viralité. Quand vous avez un contenu qui marche bien, l'algorithme va identifier que ça plaît, donc que ça fait rester les gens sur le contenu et que ça les fait interagir, et donc il va continuer de le pousser. Et c'est pour ça que parfois, vous avez une publication où le démarrage n'est pas top, et puis d'un coup, plus rien, parce qu'elle a été invisibilisée, parce que du coup, l'algorithme a identifié que ce n'était pas un contenu qui plaisait. Et au contraire, un post qui, dès les premiers temps, va faire énormément de vues, énormément d'interactions, et ça, vous allez avoir, 6 mois après, toujours des commentaires sur cette même publication, parce que l'algorithme continue de le pousser, parce qu'il a identifié que c'était un bon contenu qui faisait rester les gens par ici. L'intérêt des algorithmes, c'est de trouver le contenu qui fera mouche, le bon message, au bon moment, aux bonnes personnes. On reste toujours dans cette idée que l'algorithme veut que vous restiez sur place, que vous interagissiez avec les contenus et du coup de proposer des contenus qui vont leur plaire. C'est pour ça aussi que vous avez certainement remarqué que dans les fils d'actualité, on voit de moins en moins des publications de pages ou de personnes qu'on suit et de plus en plus des sections recommandations. Ces sections recommandations, c'est concrètement via de l'intelligence artificielle, du machine learning, les algorithmes qui identifient que vous avez plutôt interagi avec tel type de post, avec tel type de sujet. Je ne rentre pas dans le débat, est-ce que nos téléphones nous écoutent ? Moi, je suis persuadée que oui. Et ils vont vous proposer des recommandations. Je vous donne un exemple. Vous êtes sur votre téléphone, vous regardez des contenus sur n'importe quel réseau social. Vous allez liker des vidéos de chiens saucisses. Pas du tout un exemple personnel. Et puis, au bout d'un moment, vous n'allez plus voir que ça. Et c'est via ces mécaniques-là qu'on rentre dans ce qu'on appelle les bulles de filtre, les bulles d'écho, les chambres d'écho, où en fait vous vous retrouvez avec que du contenu que vous aimez, qui vous correspond, qui correspond à vos centres d'intérêt, qui correspond à vos opinions. Et ça, c'est le but des réseaux sociaux, parce que plus vous avez du contenu qui vous intéresse, plus vous restez, plus vous interagissez. Et ça reste la base de ce que les algorithmes souhaitent. Satisfaire les créateurs de contenu et les annonceurs publicitaires. Pourquoi ? Parce que c'est la base de leur modèle économique. Il y a un moment, il faut aussi se dire les choses. C'est ça qui les fait vivre, c'est que des gens viennent sur le réseau, créent des contenus, ont des présences social médias et investissent de l'argent et ou du temps pour créer des communautés. Et ils veulent aussi nous répondre. Ça, c'est un truc hyper important à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, les recherches Google sont quand même utilisées, bien sûr. Je ne vais pas du tout vous dire que c'est la fin de Google, mais les nouvelles générations particulièrement recherchent beaucoup sur les réseaux sociaux avant d'aller rechercher sur Google, voire plus tôt que d'aller chercher sur Google. Je vous ai mis un petit exemple. Quand on tape voyage sur TikTok, on a vachement de propositions de recherche qui sont très précises. Voyage petit budget, voyage destination, voyager pas cher, voyager au Japon, voyager en octobre. Donc il y a quand même beaucoup de recherches qui sont très précises dans les mots-clés. J'ai déjà eu des personnes qui me disaient dans des offices de tourisme que leurs enfants, pour faire un voyage,
et se dire dans quel resto on va ce soir, aller sur TikTok pour chercher quel resto dans telle destination. Parce que c'est dans les codes de ces générations-là d'aller chercher sur les réseaux sociaux des recommandations de personnes, entre guillemets, et pas sur Google des recommandations de sites web qui peuvent paraître impersonnels. Et on a souvent des réponses qui sont plus précises, plus humaines, plus détaillées et une variété de points de vue qui est quand même beaucoup plus importante. Et ça, c'est ce qu'on appelle le social media SEO. Donc, c'est le référencement organique sur vos réseaux sociaux, d'utiliser des mots-clés qui correspondent à ces intentions de recherche pour qu'on puisse vous retrouver quand on fait ces recherches-là. Je vous mets un petit top 5 des recherches des jeunes. Alors, quand on parle de jeunes, on parle des personnes âgées de 16 à 25 ans. Donc, c'est une étude de début 2025 du blog du modérateur, où en numéro 3, en termes de recherche, on était sur les voyages. En numéro 2, les conseils et les bons plans. Et je pense que conseils bons plans, ça peut aussi s'inclure sur des démarches de voyage. Mais c'est quand même des recherches qui sont faites de façon très concrète sur les réseaux sociaux de où est-ce que je pars en voyage et une fois que j'ai fait le choix de ma destination, qu'est-ce que je fais concrètement ? Je vous ai mis quelques exemples de publications. Je pense qu'on n'aura pas le temps de passer les vidéos, mais je vais vous en parler rapidement. Des contenus qui correspondent à ce que l'algorithme veut. On a ce format-là sur Instagram que vous connaissez certainement, qui est le format carrousel, qui permet d'avoir plusieurs photos, contenus, les uns à la suite des autres. Pourquoi c'est un format qui marche bien ? Parce que c'est un format qui vous fait rester dans l'application, qui vous fait rester sur la publication, puisque vous allez voir plusieurs slides. Il y a une autre chose à prendre en compte aussi, c'est que c'est un format qui peut être poussé 2 fois. Je m'explique. Vous allez dans votre fil d'actualité, vous allez voir une première fois la toute première image. Vous revenez au bout d'un temps X ou Y, et en fait, l'algorithme va vous pousser la deuxième image pour vous dire, regarde, il y a des trucs à voir après, tu les as vus, est-ce que tu es intéressé par ça ? Donc c'est un format qui a 2 fois plus de chances d'être visible dans vos fils d'actualité. Ce format-là, c'est un format vidéo interview qui marche très bien sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un côté très humain, sous-titré, très important pour l'accessibilité. Et le troisième format, c'est un format Reels qu'on peut retrouver sur Facebook, Instagram, et c'est bien sûr le format TikTok de base, sur des vidéos qui marchent très bien. Donc là, c'est un enfant auquel on lui a collé une petite caméra et un micro surtout. Et en fait, tout le long de l'activité, on l'entend faire des bruits hyper marrants, se parler à lui-même. Enfin voilà, c'est un enfant, quoi. Et ça, c'est hyper marrant parce que ça raconte quelque chose sur votre territoire. Ça raconte quelque chose sur l'expérience. Et en même temps, c'est une vidéo drôle. Et franchement, Internet, c'est quand même des vidéos drôles, hein, la base du concept. Et en même temps, on voit un peu l'expérience, on voit ce qui se passe, on voit les alentours, et on a une expérience qui est vraiment immersive et hyper marrante et auquel tous les parents peuvent s'identifier. D'autres contenus sur d'autres réseaux sociaux. Donc ça, c'est un post de Haken, qui est fondé par Laurence Giuliani, que vous avez vu tout à l'heure sur scène, qui est absolument brillante. Et du coup, ça, c'était une vidéo où elle venait expliquer comment est-ce qu'on fait pour faire une bonne prise de son. Donc dans sa salle de bain, bof. Si on est près d'une mare avec des canards, bonne chance pour les enlever après au post-montage. Et c'est des formats qui marchent très bien parce que ça permet de valoriser une expertise, une expérience, et toujours avec quelque chose de très dynamique et très humain. On s'inclut en fait dans l'expérience. Et le dernier format côté LinkedIn qui marche très bien aussi, puisque la vidéo et les carousels sont des formats qui sont vraiment valorisés par les algorithmes sur LinkedIn. Le carrousel sur LinkedIn, c'est le même principe que sur Instagram, c'est que vous avez plusieurs slides. Donc les gens, si votre carrousel il est bien fait, ils vont aller jusqu'au bout du carrousel, rester plus longtemps qu'une simple photo, et l'algorithme va se dire les gens restent vachement sur cette publication, je pense que je vais la booster et lui donner un peu de visibilité. Donc c'est des formats que vous voyez aussi beaucoup parce qu'ils sont beaucoup valorisés, et cercle vicieux, vertueux, vous voyez ça comme vous voulez, les gens les utilisent beaucoup parce qu'ils veulent être vus. Après, il faut que votre carrousel il soit assez bien fait pour que les gens aillent tout au bout. On va faire un petit point sur social media actualité. On est dans les temps, c'est parfait. On aura un petit temps de questions-réponses à la fin si vous voulez. Je serai bien sûr à dispo sur tout le salon. Salut. Je vous ai mis une petite slide que j'ai trouvée assez intéressante sur l'année 2024 de chaque réseau social en un chiffre.
Alors, il y a des choses qu'on va passer assez rapidement, notamment Twitch, parce que je pense qu'on n'est pas encore prêt à faire des conférences sur Twitch par ici. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que côté TikTok, on a un temps moyen total de visionnage qui a augmenté de 71% sur l'année. Là où, côté Facebook, on a une portée des posts qui a diminué de 41%. Donc, on voit que c'est un réseau qui se porte quand même un peu difficilement bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'y être, parce qu'il y a des choses très intéressantes qui s'y passent, mais ça veut dire qu'on arrive aussi à une certaine saturation. Cette saturation, on la voit sur Instagram. On a une portée des Reels qui a diminué de 20% et une portée des posts, dont les carousels, qui a augmenté de 21%. Donc on voit bien que sur cet algorithme, sur ces réseaux sociaux-là, les Reels, c'est sympa, mais c'est pas forcément ça qui fait des vues. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est aussi pas très bien utilisé. Assez intéressant aussi la moyenne des interactions sur LinkedIn. C'est assez marrant parce que je pense que 2 éditions en arrière, aux ET, on était beaucoup sur Twitter, maintenant X, à faire du live tweet. Enfin, c'était vraiment là où se passaient les interactions social media professionnelles. Et aujourd'hui, c'est à fond sur LinkedIn. On a vraiment basculé sur ce réseau-là, je trouve, depuis, je dirais, 2 ans. Alors, c'était présent avant, c'était très intéressant avant, mais aujourd'hui, le monde professionnel et surtout dans le tourisme, c'est vraiment recentré sur ce réseau-là. Et du coup, qui dit réseau un peu nouveau, dit, entre guillemets, un peu vide, et il y avait de la place pour faire des choses. Et c'est pour ça aussi que les interactions et la visibilité sont très intéressantes sur LinkedIn. On commence aussi à arriver à une certaine saturation, mais on y reviendra. On va se faire un petit point sur chaque réseau social. Je vais essayer d'aller assez rapidement. Facebook, pourquoi c'est intéressant ? C'est intéressant pour travailler des communautés de super fans, pour travailler en local. Je fais une petite parenthèse sur l'indicateur de performance des abonnés. De tout ce qu'on vient de voir, je ne vous ai jamais parlé des abonnés. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ce que veulent les réseaux sociaux, c'est que vous y restiez, vous consommiez du contenu, mais pas forcément que vous abonniez toute l'année à une page. Je vous prends un exemple. Je vais dans une destination touristique, j'ai pas forcément envie de m'abonner à elle pendant 10 ans et de voir toutes les semaines ses contenus. C'est pas ça qui m'intéresse. Par contre, au moment où je suis en intention de voyage, en intention de choisir une destination, ça m'intéresse de voir un post de cette destination-là pour voir ce qu'on y fait. Donc cette notion d'abonné, je ne parle pas de communauté, je le différencie vraiment, mais cette notion d'abonné, aujourd'hui, elle n'a plus vraiment de sens en tant qu'indicateur de performance. C'est plus un objectif pertinent, de façon technique et de façon stratégique, de se dire « je veux plus 20% de followers cette année ». Pourquoi ? Parce que les algos, ils s'en fichent. Parce que vos posts, ils ne les montrent pas à vos abonnés, ils les montrent à des gens qui sont intéressés par les sujets que vous postez, d'où l'intérêt de cibler vos communications. Et donc, je ne vous parlerai pas d'abonnés parce que pour moi, c'est un non-sujet. Par contre, côté Facebook, ce qui est intéressant, c'est que les gens en local vont s'abonner à vos pages pour pouvoir dire « Ah ben oui, mais c'est chez moi, mais mon grand-père était de là. » Je les adore, c'est mes préférés. Ils sont tellement mignons. Et en fait, ça, c'est eux qui vont faire votre visibilité, vos interactions, et c'est eux qui vont faire vivre votre communauté. C'est hyper intéressant aussi de s'appuyer sur eux pour avoir un peu des insights sur c'est quoi votre destination, de venir raconter des histoires, parce que souvent, ils vous en mettent des tartines en commentaire, ils nous en mettent d'ailleurs, parce que je m'inclus dedans, des tartines en commentaire sur leur enfance, sur un souvenir, sur des choses comme ça. Et ça, c'est des choses qu'il faut chérir, préserver, justement, parce que c'est ça qui est chouette, en fait, sur les réseaux sociaux. C'est cette proximité-là. On a des audiences ads, donc publicitaires, qui marchent très bien sur Facebook quand on est sur des objectifs de trafic. On en reparlera des ads tout à l'heure, mais c'est vraiment un réseau, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer sur la puissance publicitaire. Par contre, beaucoup de méfiance, défiance envers les entités professionnelles. On l'a vu au tout début avec les petites pépites que je vous ai partagées. On ne laisse rien passer sur ce réseau. 3 actus 2025, la mise à jour de l'algorithme pour les Reels côté Facebook. Il y a plus de place pour les formats longs. C'est un format qui est vraiment poussé à fond sur Facebook, les Reels, en ce moment. C'est des formats qui marchent particulièrement bien parce que l'algorithme les favorise. C'est une annonce faite par notre petit Zouki. La fin du fact-checking aux US. C'est pas forcément une bonne nouvelle, mais c'est une actualité. C'est remplacé par les notes communautaires, autant dire rien du tout. Donc cet aspect de factuelle vérité n'existe plus sur les réseaux sociaux aux États-Unis. Je pense qu'on y arrive aussi ici, mais ce sera un tout autre atelier, débat, conférence à un autre moment.
Les comptes ados sont dispo pour Facebook et Messenger. Donc, c'est des comptes spécifiques dédiés aux adolescents qui ont des restrictions spécifiques. Et ça, je pense que c'est vraiment un move de la part de Facebook de dire on est en train de perdre toutes nos audiences jeunes. Il faut absolument qu'on vienne recapter cette cible-là. Donc, on va offrir aux familles des choses sécuritaires et des espaces sécuritaires pour leurs enfants. Je ne pense pas que c'est une actu qui a de l'avenir. Mais c'est intéressant de le savoir pour voir aussi vers quelle stratégie ils se dirigent. Et ça montre bien que là, ils ont conscience qu'on arrive aussi un petit au bout d'un truc avec Mamie et Papy Josette. Instagram, c'est un réseau où on va venir peaufiner son image de marque. Les récits de destination, on va en parler beaucoup pendant ces 2 jours. Créer des nouveaux imaginaires. C'est un réseau social qui, malgré tout, reste focus sur l'image, sur le visuel. C'est... Autant Facebook, on peut venir raconter des histoires à l'écrit, autant Instagram, les wordings, c'est pas du tout ce qui va intéresser les communautés. Ce qui va les intéresser, c'est vraiment la créativité, les contenus, les visuels. Est-ce que ça leur montre des expériences uniques ? Parce que là, on est en recherche d'expériences. Qu'est-ce que ça leur dit de la destination ? Est-ce qu'ils vont pouvoir se l'imaginer et s'imaginer à l'intérieur de cette destination-là ? Par contre, le point négatif, c'est qu'il y a quand même plusieurs fils d'actualité par format. Vous avez un fil d'actualité pour les stories, un fil d'actualité pour les posts, un fil d'actualité pour les reels. Maintenant, il y a des espaces spécifiques dans les profils pour les reposts. On ne s'en sort plus. Tout est déjà complètement saturé. Donc, c'est vrai que la visibilité, elle est compliquée sur Instagram. Par contre, comme on l'a vu sur les algorithmes, quand ça marche, ça cartonne. Un petit point sur les différents posts Instagram par rapport aux objectifs. Quand on va faire plutôt du Reels ou du Carousel, on va essayer d'atteindre de nouvelles audiences. Pourquoi ? Parce que c'est des formats qui sont favorisés par les algorithmes, on l'a vu, et du coup que Instagram va pouvoir aller chercher via cet espace de recommandation dont je vous parlais. Quand on est plutôt sur du carrousel, des photos simples ou des stories, on est plutôt sur des notions d'engager vos followers existants, vos communautés. Donc ça, c'est une source de Creators qui a un compte officiel Instagram qui date de juillet 2025. Et quand on est sur des lives ou quand on est sur du canal, donc vraiment de la messagerie particulière, on est vraiment sur une notion de cœur de communauté, de venir nourrir vos followers les plus fidèles. Donc c'est assez intéressant de réfléchir format en fonction de l'objectif qu'on va en attendre. Et de façon technique, ça s'appuie sur comment fonctionnent les algorithmes. 3 actus 2025. Alors, il y en a beaucoup, mais j'en ai choisi 3. On a les Reels d'essai. C'est-à-dire que quand vous cochez cette option, quand vous faites un Reels sur Instagram, Meta va d'abord tester vos contenus auprès des personnes qui ne vous suivent pas pour voir est-ce que ça fonctionne le mieux. Donc, ça permet de venir tester des audiences qui ne sont pas parmi vos communautés. Donc, il va d'abord le pousser auprès des personnes qui ne vous suivent pas et vous allez pouvoir avoir des statistiques un peu concrètes de OK, de manière recommandation, comment est-ce que ça marche ? Le repost, enfin, alors je vous avoue que je suis un peu déçue par cette fonctionnalité parce que je trouve qu'elle est pas très très visible. Donc, c'est le fait de pouvoir venir reposter comme un partage Facebook un post d'un créateur de contenu que vous aimez bien sur votre propre fil d'actualité dans un espace particulier de votre fil d'actualité. Concrètement, c'est aussi un truc qu'ils ont piqué à TikTok parce que c'est quand même leur petite passion de faire ça, où sur TikTok, on a ce truc de repartager repost et ça les a poussés à mettre ça en place. Je suis pas dubitative, mais j'attends de voir ce que ça va donner, de voir si c'est un format qui va être poussé et si ça va créer vraiment des mécaniques de visibilité et de viralité. Par contre, sur de la collaboration, on a d'autres options qui sont beaucoup plus intéressantes. Ils ont testé pas mal de trucs. Le Reel format panoramique. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ça, je pense que... Je sais pas... Franchement, la drogue, je vois pas d'autre explication. La carte interactive, ça pareil, c'est un truc piqué à Snapchat, puisque c'est leur deuxième truc préféré, c'est piquer des trucs à Snapchat. Et les séries de Reels, pareil, ça c'est un truc TikTok pour faire des playlists thématique et c'est assez intéressant quand on veut thématiser son contenu. Donc je vous ai mis quelques captures d'écran. Donc là vous avez la fonction essai qui vous permet de venir tester ça auprès de personnes qui ne vous suivent pas et si ça marche bien, ensuite vous pouvez le partager à l'ensemble de votre communauté. Vous avez ici les reposts, donc c'est ce petit bouton là.
Et ça va venir se mettre sur le profil de la personne qui a reposté dans un espace bien particulier. Bon, je pense qu'on arrive un peu au bout des espaces dispo quand même. Il faudrait qu'ils s'organisent un petit peu. Vous avez la carte interactive qui ressemble à ça. Ça pose des petits problèmes quand même de confidentialité et de sécurité. Passons. Ici, vous avez le fait de pouvoir venir lier un reel pour venir créer les fameux part 1, part 2, part 3 qui sont interminables. Pareil, c'est un truc TikTok, mais ça marche hyper bien parce que ça fait rester les gens et donc Instagram l'a intégré dans son propre réseau. Une info que j'ai trouvée assez intéressante, qui n'est pas encore très diffusée, c'est le compte officiel @design sur Instagram qui a publié ça. C'est un format de publication qui n'est pas du tout accessible aux autres comptes. C'est uniquement les comptes officiels Instagram qui ont ça. C'est des publications verrouillées. C'est-à-dire que vous arrivez sur la publication et ça vous donne ça. Débloquez ce reel. Je vous donne un indice, c'est le premier hashtag dans la légende. Vous entrez le code secret, là je pense que c'était hashtag reel, quelque chose comme ça, et vous arrivez à débloquer la publication. Je trouve que ça peut être assez intéressant sur des mécaniques un peu de gamification, à voir ce que ça va donner, à voir s'ils vont le développer auprès de tout le monde. En tout cas, j'ai trouvé que pour une fois, c'était une idée un peu créative qu'on n'a pas vue ailleurs, donc rien que pour ça, on peut la mettre dans cette slide. On va passer sur LinkedIn. Je vais essayer de vous faire un panorama assez complet et en même temps d'aller vite. On est vraiment sur un réseau où on va pouvoir se positionner comme un expert sur son secteur, intéresser une cible B2B, montrer les coulisses pro, créer facilement des connexions, travailler sa marque personnelle, l'attractivité de sa marque employeur. C'est un réseau qui est aujourd'hui très très utilisé et par les jeunes et par les moins jeunes sur un aspect vraiment professionnel. Par contre, le défaut de ça, c'est qu'on a aussi encore beaucoup de contenu bullshit qui commence par cher réseau, ou alors j'ai vu ça assez récemment, mon fils de 4 ans a monté son premier stand de muguet, mon Dieu, c'est un futur businessman, je suis fière, il m'a parlé de sa marge, enfin bon, voilà, ce genre de truc absolument affreux, mais qui est assez intéressant. 3 actus 2025 très focus sur les algorithmes. C'est qu'aujourd'hui, on a un décollage un peu plus lent des publications. Le réseau va venir tester votre publication sur un petit échantillon pour déterminer son potentiel. Et ça peut durer 48-72 heures. Donc, on a des décollages de stats qui sont plus longs, mais une durée de vie, du coup, de la publication qui est allongée. Le j'aime de politesse en mode « Ok, j'ai vu, tu m'as tagué », c'est plus forcément valorisé par l'algorithme. Par contre, les discussions qualitatives, les questions, les retours d'expérience, les contradictions argumentées, etc. Ça, l'algorithme adore et c'est ça qui va venir faire de la visibilité. 3e élément, les enregistrements. C'est une interaction qui a beaucoup de poids sur l'algorithme et qui incite à travailler la valeur ajoutée que vous proposez sur LinkedIn. C'est quoi l'intérêt des personnes de venir enregistrer votre post ? Est-ce que vous avez parlé justement d'une étude hyper poussée ? Est-ce que vous avez parlé d'une offre d'emploi qui peut être intéressante ? Enfin voilà, c'est des choses qu'il faut se poser de c'est quoi la valeur ajoutée ? Est-ce que les gens ont un intérêt à venir enregistrer ma publication ? Petit exemple de Baptiste Rollin qui est dans la salle et que j'ai trouvé vraiment excellent sur LinkedIn, c'est qu'on est vraiment sur une explication d'un post. Donc on est sur le truc un peu coulisses qui marche très bien sur LinkedIn. À la fois on partage du contenu entre guillemets grand public et à la fois on explique la mécanique de comment ce contenu il a été créé, pourquoi il a été créé et c'est hyper cool parce que du coup c'est ça qu'on veut voir sur LinkedIn en fait, c'est les coulisses, c'est le côté pro de tout ce qui est fait sur les réseaux sociaux et je trouve que ça marche hyper bien et puis le format vidéo marche bien donc c'était une publication très très cool. J'enchaîne sur TikTok. Sur TikTok, on va venir toucher une cible différente. Collaborer avec des créateurs de contenu, c'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, on n'est pas dans une mécanique de « je ne suis pas en train de vous dire, créez-vous un compte professionnel à animer régulièrement sur tous les réseaux sociaux ». C'est hyper important de rationaliser et faire des choix en fonction de vos objectifs et de votre cible. On a une audience qui est captive en situation de recherche avec des codes très particuliers et un algorithme qu'il faut nourrir très régulièrement. Donc attention à ça. C'est aussi des espaces qui commencent à saturer. Je fais une petite parenthèse, on a aussi beaucoup de créateurs de contenu qui partent sur Snapchat parce que la rémunération sur TikTok des créateurs de contenu a énormément baissé. Donc à voir si c'est quelque chose qu'ils arrivent à contrer et garder quand même leur audience qui est phénoménale.
Je vous l'ai dit, c'est un espace qui commence à saturer. On a 130% de comptes en plus qui ont été créés en 2025, c'est énorme. Plus 156% de vidéos publiées. Et du coup, la portée chute de 47%, alors que l'engagement augmente de 35%. Donc on a une saturation, moins de visibilité. Par contre, les communautés, quand elles voient les contenus, elles engagent fortement. On a le temps passé qui est un facteur déterminant pour l'algorithme. J'essaye d'avancer un peu vite parce que j'ai encore beaucoup trop de choses à vous dire. Et un contexte politique un peu compliqué avec les États-Unis puisque c'est une application qui a été bannie début 2025, remise en place par Trump. Là, il y a des négociations pour avoir des tractations. Bref, je ne vous refais pas le film. Il y a une vraie polémique sur le sujet de la pédopornographie, qui est un vrai sujet sur TikTok parce qu'on a des audiences qui sont très jeunes. Et un algorithme qui est addictif, donc d'un point de vue pas forcément positif. Donc là, c'est ce que je vous disais. En termes de vidéos, on a énormément de vidéos qui sont postées. Par contre, en termes de visibilité, ça chute complètement en termes de portée. Vous l'avez juste ici. Et l'engagement global, lui, par contre, il va venir augmenter de 35%. Donc ça, c'est 2025 comparé à 2024. Et c'est une étude Metricool. Je passe rapidement sur Pinterest parce que j'aimerais beaucoup qu'on arrive sur le sujet des campagnes publicitaires. Ce qui est très chouette avec Pinterest, c'est que c'est une audience en situation de recherche, d'inspiration et vraiment de concret. Par contre, il y a la régularité, c'est très important pour l'algorithme. Donc, ce n'est pas des OP en one-shot, c'est vraiment pas des animations de communauté, mais de la publication qui doit être vraiment très régulière. Ça, c'est une étude Pinterest Travel Trends sur quels sont les termes qui sont recherchés. Donc là, c'était notamment la Gen Z et la Gen X qui étaient sur vraiment des voyages à la montagne. C'était des choses qui étaient très recherchées. Et ça sort tous les ans. Vous avez les recherches populaires qui sortent. Et c'est intéressant de venir voir ça pour voir si ça peut coller avec quelque chose que vous voulez pousser de votre destination. Snapchat, je passe très rapidement, c'est une cible plus jeune. C'est par contre beaucoup de moyens en termes de créativité, de moyens humains. On ne peut pas être partout. Mais comme je vous le disais, de plus en plus de créateurs de contenu basculent sur ce réseau-là en ce moment parce que la rémunération y est meilleure. Donc à voir si c'est des choses qui vont se développer. Dans les réseaux sociaux préférés des jeunes, on parle toujours des jeunes âgés de 16 à 25 ans. C'est une étude de toujours début 2025. On a Instagram en premier, mais on a Snapchat en numéro 2, devant TikTok. C'est des choses qu'on n'a pas forcément en tête parce que nous, on pourrait se dire, bon, bah, c'est sûr, TikTok est devant, ça cartonne. Snapchat, c'est 63% de réponses sur quel est votre réseau préféré. Donc, ce n'est pas un réseau à négliger. Encore une fois, je ne vous dis pas d'aller vous créer un compte professionnel sur Snapchat, mais c'est des mécaniques à garder en tête si vous avez des ambitions de toucher cette cible-là. Rapidement, X, Threads, Blue Sky, c'est 3 réseaux sociaux de microblogging qui sont un peu pareils. Souvent, on me dit, mais du coup, est-ce qu'il y a un intérêt à y aller ? En haut, vous avez la courbe des utilisateurs, donc des utilisateurs actifs par jour de X, qui a un peu baissé avec de récentes polémiques, mais pas tant que ça. En 2, vous avez Threads. Sa force, c'est que du coup, quand on est sur Instagram, on vous propose automatiquement de créer un compte sur Threads. Donc forcément, la courbe des utilisateurs est assez grandissante. Et en dernier, vous avez Blue Sky, qui est un réseau très chouette, mais pas très utilisé. Est-ce qu'on va sur les plateformes de microblogging ? Je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas être partout. Si on doit choisir entre ces 3 plateformes, on a sur Thread et Blue Sky des contenus qui sont plus équilibrés, moins toxiques. On a un peu plus de garde-fous éditoriaux, on va dire, que sur X, qui est un réseau qui est complètement en roue libre. Je mets une petite aparté à ça. Quand Facebook ou Instagram est down, première chose que tous les community managers font, c'est d'aller sur X. Parce que c'est là où on va avoir l'info. Du coup, par contre, côté Thread, sur le fact-checking, bon, c'est un peu compliqué avec ce que Meta a annoncé. Je trouve que le microblogging, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Je ne trouve pas aujourd'hui qu'en termes d'institutionnel du tourisme, il y a un intérêt à être sur l'une de ces 3 plateformes. Je trouve que d'un côté pro et actu, c'est plus intéressant d'être sur LinkedIn que sur X, parce que franchement, ça prend un temps de fou furieux et il vaut mieux se concentrer sur des plateformes où on maîtrise un peu plus le contenu et vous pouvez aller montrer justement les coulisses de ce que vous faites. Organique versus ads, est-ce que c'est une bataille jouée d'avance ?
Aujourd'hui, on n'est plus sur un tunnel de conversion qui est très lisse. Je vois un contenu, je clique sur le site, je fais une réservation. On est sur notre téléphone, on voit un post, on part, on revient, on fait une recherche sur Internet. Ah, c'est vrai, tiens, j'avais vu telle destination, elle est sympa, je m'en vais. Ah, je viens de voir un Reels qui est poussé, qui me parle de ça, ça a l'air chouette. Et en fait, tout ce micmac-là au milieu, c'est toutes les petites interactions que vous allez avoir avec différents contenus digitaux, dont les réseaux sociaux font partie, avant de venir déclencher de la conversion touristique. On l'a vu dans les statistiques que je vous ai partagées, la conversion, elle est là, elle existe. Les gens qui vont sur des réseaux sociaux font des actions concrètes de venir sur des territoires, d'acheter, de réserver, de choisir vos destinations. Mais c'est pas aussi simple que j'ai vu un post, j'achète. Donc il y a vraiment une espèce de micmac au milieu à décortiquer, ce qui rend le tracking extrêmement compliqué. Sur les réseaux sociaux, ça c'est une infographie de tout ce qui se passe en 1 minute sur les réseaux sociaux. Je vous en donne 2-3. C'est 3,47 millions de snaps créés en 1 minute, 347 000 tweets. On a 6,9 millions d'emojis envoyés en 1 minute. De Zoom, le Slack, enfin voilà, vous avez vraiment un panorama hyper complet, 18,8 millions de messages de SMS envoyés. Et ça, c'est tout ce qui se passe en 1 minute. Tout ça pour vous dire que les espaces, ils sont saturés de contenu, de publications. Et c'est là où je trouve que les ads sont intéressantes. À main levée, est-ce qu'il y en a parmi vous qui estiment que la visibilité organique, elle est morte? Ça n'existe plus, elle est impossible. Moi, il n'y a pas tant de monde que ça. Je pensais que ça allait être un peu plus, ok. Je ne pense pas qu'elle soit morte. Par contre, je pense que si on met toutes ces billes dans l'organique sans réfléchir à des stratégies de campagne publicitaire, ça ne peut pas être pérenne. C'est une vision à court terme. Je pense qu'aujourd'hui, la bonne façon d'utiliser les réseaux sociaux, c'est à la fois d'avoir une animation organique qui va s'intéresser à vos super fans, à vos communautés, aux locaux, comme on disait tout à l'heure, des publications de lieux emblématiques, des quiz, des informations, qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment sur le territoire. Et côté publicité, là, on va avoir des actions qui vont répondre à des enjeux spécifiques, à des sujets qui vont être précis. Par exemple, des messages qui vont être un peu plus commerciaux. Alors, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que faire sur votre territoire pendant les vacances d'automne/Toussaint sur là maintenant. C'est des choses qui vont venir cibler, par exemple, une communication spécifique pour les familles, où je vais venir cibler ces familles-là qui sont peut-être pas dans ma communauté. Donc, il y a vraiment quelque chose qui répond à un enjeu de visibilité et de ciblage précis. Et les deux ne s'opposent pas, ils se complètent. Côté organique, il y a des options et des fonctionnalités qui existent sur les réseaux sociaux pour que cette visibilité organique, elle puisse exister entre plusieurs comptes qui sont très intéressantes. Côté Facebook, on a les vidéos cross-post, c'est-à-dire que la page X publie une vidéo, elle donne une autorisation de cross-post à la page Y. La page Y peut poster cette vidéo comme si c'était la sienne. Et les statistiques se cumulent. Donc ça, c'est très intéressant quand vous avez des vidéos de destination qui sont partagées par plusieurs acteurs. Vous avez des publications en collaboration et sur Facebook et sur Instagram, ce qui permet à plusieurs comptes de poster une même publication, un même wording, un même visuel. Ça marche avec les carousels. Et ça permet que chaque communauté ramène de la visibilité et que ce soit d'autant poussé. Côté Instagram, vous avez aussi le tag dans les stories, de taguer vos partenaires pour qu'ils puissent les reposter. Vous avez les reposts, on en a parlé. Et en fait, donc ça, c'est des exemples de publications en collaboration. Et vous voyez en haut, il y a marqué « Publié par Béarn-Pyrénées » et 2 autres personnes. Donc c'est 3 pages qui s'associent pour faire une seule publication. Donc on n'a pas besoin de tous faire notre petite publication dans notre coin. On mutualise, on met en commun et on a un post auquel on donne un maximum de visibilité. Et toutes ces options-là, elles permettent de booster l'organique. Et côté ads, ensuite, on peut venir appuyer ça avec des campagnes si c'est nécessaire. Et il faut vraiment le voir comme quelque chose qui est en synergie. Je ne vais pas rentrer dans la technicité des campagnes ads, parce qu'honnêtement, c'est carrément une formation de 3 jours. Donc, ce n'est pas le but aujourd'hui. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la conversion touristique, elle existe et
elle peut être soit via de l'organique, soit via des campagnes publicitaires. Et aujourd'hui, les réseaux sont tellement saturés qu'exister uniquement en organique, c'est un pari qui est vraiment très très risqué. Et il faut penser à ces stratégies de campagne publicitaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut dépenser des tonnes d'argent, de mettre 150, 200, 300 euros par publication. Ce n'est pas du tout le sujet. On peut mettre des petits budgets, mais par contre, c'est important de leur donner de la visibilité parce que sinon, tout le travail que vous faites en amont, il ne sert à rien parce qu'il n'est pas vu. Donc, c'est important de venir appuyer ce que vous faites en organique par des campagnes publicitaires. Pourquoi faire des campagnes publicitaires? Pour se rendre visible, audible auprès de vos cibles de communication, pour répondre à des enjeux de conversion, quand vous avez des enjeux de générer des leads pour vos newsletters, quand vous avez des enjeux de trafic sur votre site. Ça, c'est une infographie que j'ai trouvée très intéressante sur est-ce qu'on utilise les ads Meta ou les ads TikTok et quand est-ce qu'on les utilise? Quand on est au début du tunnel de conversion, on va plutôt utiliser TikTok pour faire de la portée, de la vue. Meta, donc Facebook et Instagram, pour faire de la notoriété. Quand on est plus sur un milieu de tunnel de conversion, alors tunnel de conversion à prendre avec des pincettes, on s'est déjà dit que c'était pas si simple que ça, mais en tout cas, quand on sait que les personnes sont en intention plus de s'informer, d'aller un petit peu plus loin, là, côté vue de vidéo, on peut aller du côté de TikTok. Interaction et trafic, ça va être surtout Meta. Et quand on est à la fin du tunnel de conversion, on peut utiliser Meta pour faire des prospects, pour faire des ventes, pour faire de la promotion d'applications et TikTok pour faire des conversions web et de la génération de prospects. Donc c'est deux réseaux sur lesquels faire des campagnes publicitaires, ça peut être important et il faut les faire au bon moment en allant chercher les bons objectifs et les bons KPI. Ce qui nous amène à notre dernière partie, parfait, on est dans les temps, sur la mesure social média. La question c'est où est-ce qu'on met le curseur? Visibilité, trafic, interaction. Les plateformes, elles vous donnent toutes ces stats-là, mais encore, il faut savoir les trouver et les analyser pour faire ça de façon régulière, pour se dire que tout le temps, l'investissement que vous mettez dans vos actions, qu'elles soient organiques ou ads, vous savez les analyser et en tirer les conséquences derrière. Il y a 3 KPI que je vous propose de retenir qui sont très importants. La première, c'est les impressions. Les impressions, c'est le nombre d'affichages de vos messages sur les réseaux sociaux. Encore une fois, que ce soit en organique ou en ads, c'est une donnée qui vous est donnée par les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle se cumule avec toutes vos autres métriques sur toutes vos autres actions de communication. Donc, quand vous devez, dans une slide, mettre un super gros chiffre pour vos élus, vous pouvez dire on a fait 6 millions d'impressions cette année. Ça, c'est assez important d'un point de vue stratégique pour voir la visibilité. Vous avez aussi la portée. La portée, la différence, c'est que c'est le nombre de personnes uniques atteintes. Je vois un contenu sur mes réseaux sociaux, je suis une impression, une portée. Je m'en vais, je reviens, je vois ce même contenu, je suis 2 impressions, mais toujours une portée. Donc ça vous fait aussi le ratio de la répétition. Le deuxième, c'est les clics sortants. J'insiste sur le sortant. C'est une donnée qui n'est pas disponible en organique. C'est une donnée qui est disponible uniquement pour les campagnes publicitaires, mais qui est très intéressante parce que c'est les clics qui sortent du réseau social. Donc typiquement, ce n'est pas les clics sur le profil, les clics sur la photo ou que sais-je, c'est vraiment les clics qui vont faire du trafic concret sur votre site web. Et en dernier, les interactions, parce que c'est très important au niveau des algorithmes de générer des interactions, que ce soit des commentaires, des partages, des enregistrements, pour pouvoir faire vivre vos communautés et faire vivre vos publications. Le sujet des cookies sur le tracking aujourd'hui, avec les petites bannières de cookies et de RGPD, les personnes qui ne veulent pas être traquées peuvent décliner, ce qui fait que vous, dans votre tracking de conversion, vous n'allez pas les avoir, ces personnes-là, parce qu'elles ont dit des cookies, non merci. Et du coup, dans cette conversion touristique, il y a un vrai sujet, je trouve, de pédagogie auprès des équipes, des personnes qui travaillent avec vous, d'arriver à dire oui, mais là, ton action, franchement, tu as fait 3 clics sur le site, c'est un peu naze. Ben ouais, mais si en fait j'en ai fait 150 et qu'il y a 147 personnes qui m'ont dit non aux cookies, comment est-ce qu'on arrive à le prouver? Et en fait, c'est du coup aujourd'hui pas possible de le savoir, mais c'est hyper important de faire de la pédagogie là-dessus pour expliquer pourquoi parfois, entre Analytics et le gestionnaire de publicité Meta, vous n'avez pas les mêmes données. Mais parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas voulu les cookies. Côté Meta, ils sont traqués, ils sont comptés comme des personnes vues, comme des clics. Mais quand ils arrivent sur votre site, pouf, terminé, ils ont disparu, alors qu'ils sont là et qu'ils ont consommé. Donc c'est vraiment important
quand vous êtes dans une situation de reporting et de dire en gros qu'est-ce que mes actions elles ont donné, de prendre en compte ce truc-là pour expliquer vos résultats et dire que oui, la conversion touristique, elle est possible, elle est réelle. Par contre, elle est très difficile à traquer et il ne faut pas se leurrer sur le fait qu'on a plein de data qui nous échappent. L'importance de la modération, ça, c'est de la conversion touristique qui est 100% organique. C'est des personnes qui envoient des messages privés ou des commentaires pour dire « Qu'est-ce qu'on fait sur votre territoire ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, je suis à tel endroit, vous avez quoi de prévu ?» Alors, quand c'est un dimanche à 22h, c'est un peu compliqué. Mais c'est un véritable accueil digital. C'est comme un bureau d'office. Il faut le considérer comme ça. Il faut le considérer de la même manière sur l'hospitalité, sur l'accueil, sur les attentions. C'est tout ce qu'on a vu ce matin. Ça prend beaucoup de temps. C'est complètement invisible parce que souvent, on ne le prend pas en compte dans le TP de social media. Mais par contre, c'est super important parce que cette personne-là qui dit « Ah, est-ce que cet endroit, c'est toujours fermé ? On peut y aller ?» Si on ne lui répond pas, peut-être qu'elle n'ira pas. C'est dommage parce que sinon, ça aurait été un visiteur. Si vous lui dites « Bah oui, vous pouvez aller à cet endroit et voilà un resto pour après, ça peut être sympa. Et puis, il y a telle randonnée qui est sympa aussi. » C'est ça, en fait, tout cet accueil digital-là. Donc, il faut le voir comme un véritable accueil touristique, mais digital. S'il y avait 5 trucs que je veux que vous reteniez de cet atelier, c'est 1. Cibler, rationaliser, on ne sauve pas des vies. Chaque réseau social a ses codes. Organique et ads ne s'opposent pas, ils se complètent. La créativité et la veille font partie intégrante du travail sur les réseaux sociaux. C'est hyper important d'ouvrir ses chakras digitaux, c'est ce qu'on fait un peu durant ces 2 jours. Et on ne sauve pas des vies sur les réseaux sociaux. C'est pas grave si on vous a dit ah gna gna, les vacances d'automne, ça n'existe pas. C'est pas grave. Votre vie, elle va pas changer. La personne, elle va pas décéder. Tout va bien. On souffle, on prend du recul et après, on revient pour engager la discussion. Je vous donne 3 sources de veille qui sont hyper intéressantes. La newsletter Veille Vagabonde de Claire Gallic, je ne sais pas si elle est dans le coin, en tout cas elle est sur le salon. Hyper intéressante, hyper inspirante, elle est vraiment super. Jonathan Noble sur LinkedIn, qui est le fondateur de Swello, qui poste souvent sur les actualités techniques, les nouveautés, c'est assez intéressant. Et côté Instagram, le compte Creators qui va venir chercher des créateurs de contenu, pousser ce qu'ils font, montrer un peu tout ce qui peut se faire sur les réseaux sociaux. Pas que dans le tourisme, souvent pas dans le tourisme, et c'est assez intéressant de voir ce qui s'y passe. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de se dire ? Des questions, des retours d'expérience Ouais. Ah, je vais donner le micro parce que pour l'enregistrement, ce sera mieux. Merci. J'avais une question quand vous parliez de chaque réseau a ses propres codes. Est-ce qu'aujourd'hui, entre TikTok et Instagram, on ne peut pas considérer qu'il y a quand même des certaines passerelles ou est-ce qu'il faut vraiment changer sa façon de communiquer sur les deux ? Je pense que c'est... En fait, Instagram voudrait être TikTok, parce que TikTok marche super bien, mais je pense que c'est pas les mêmes codes. Je vais prendre un exemple un peu aléatoire sur une entreprise qui vend, je vais dire n'importe quoi, qui vend des plantes. Côté Instagram, on va plutôt être peut-être sur une vidéo un peu immersive où on voit les plantes ou des belles photos dans des beaux appartements sur le côté vraiment visuel. Là où sur TikTok, c'est peut-être une vidéo qui va pas être aussi chiadée entre guillemets, mais c'est une personne qui va nous dire « Oh là là, mais cette plante, j'aime trop parce qu'elle a telle propriété, etc. » Donc, il y a des passerelles, il y a des choses qui peuvent être perméables parce qu'on reste sur le même format quand on parle du Reels. Mais je pense que les codes de consommation et les attentes des consommateurs sur chaque réseau, notamment de par les générations, il y a des petites subtilités éditoriales. Pour moi, on peut faire les mêmes choses, mais je trouve que c'est plus intéressant. En fait, si c'est pour faire les mêmes choses, pourquoi être sur les deux, du coup ? Donc, il y a vraiment ce truc de si vous êtes sur un autre réseau social, c'est pour y faire autre chose ou pour toucher une autre cible. Et c'est pas tout à fait la même chose qu'attendent les utilisateurs sur chacun des deux réseaux. Même si on est d'accord que les formats commencent à se ressembler et que de plus en plus Instagram tend à faire du TikTok, c'est quand même pas tout à fait la même chose. J'espère que ça répond. Est-ce que je peux compléter bien sûr. En fait, je dis ça parce que je trouve qu'aujourd'hui, les créateurs de contenu, ils postent la même chose sur TikTok et sur Instagram. Les créateurs de contenu cuisine, qui vont incarner un petit peu leur contenu. Donc ma question, c'est surtout, est-ce qu'Instagram, pour la destination touristique, a la place justement de voir arriver cette incarnation, ou est-ce qu'on est vraiment que sur aujourd'hui du TikTok ?
Je pense que c'est différent quand on parle de personnes plutôt que de marque/destination. L'incarnation humaine, je pense qu'elle marche très bien sur Instagram. En termes de destination touristique, je trouve que le pas est encore difficile à passer sur l'incarnation d'une personne. Je parle d'une seule personne. Par contre, incarner via les voix de vos habitants, de votre territoire, ça peut être intéressant. Mais d'avoir une seule voix, comme peut le faire un créateur de contenu lambda, je pense que côté destination touristique, c'est pas forcément une bonne stratégie parce que ça ferme beaucoup de portes dans la façon de raconter les récits et les imaginaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Des remarques? Non? C'était super? C'était super. Eh bien, je vous dis merci à tous et je vous souhaite un bon appétit.